Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une autre édition de l'émission spéciale Diaspora de la radio Congo Vision. Le Burkina Faso, pays d'hommes et de femmes intègres, offre aujourd'hui au monde en général et à l'Afrique en particulier une révolution populaire digne d'enseignement. Les Africains et les analystes du monde africain ou du continent africain scrutent avec attention les développements de la situation au Burkina Faso pour chercher à savoir l'issue de cette révolution populaire qui a été initiée le 30 octobre 2014 sous fond de la révision constitutionnelle. Et ils cherchent également à savoir, les experts donc cherchent à savoir l'impact de cette révolution sur le reste de l'Afrique subsaharienne. Pour discuter de cette question, de cette grande question, je reçois pour vous deux experts africains vivant à Toronto, au Canada. Il s'agit du professeur Awalou Ouedraogo et du docteur Jean-Baptiste Moubalutila Mbisi. Cette interview va donc avoir lieu en deux parties. Pour la première partie, je vais m'entretenir avec le professeur Awalou Ouedraogo et en deuxième partie, je veux m'entretenir avec le docteur Jean-Baptiste Moubalutila Mbisi. Je m'en vais tout de suite présenter les intervenants. Mes invités donc, le professeur Awalou Ouedraogo est détenteur d'un doctorat en droit international de l'Institut de hautes études internationales de développement de l'Université de Genève. Ses recherches portent notamment sur les aspects historiques et philosophiques du droit international, la théorie du droit, la guerre et ses alternatives, le droit humain et le règlement pacifique des différends. Il est professeur assistant au département des études internationales de Glendon College de York University à Toronto, à Ontario, au Canada. Le docteur Jean-Baptiste Moubalutila Mbisi est lui docteur de troisième cycle en géographie et écologie tropicale de l'Université de Bordeaux en France et maître assistant du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il vit actuellement à Toronto, au Canada, où il enseigne le français à Berlitz et continue d'écrire sur des thèmes relatifs à l'Afrique d'aujourd'hui. Professeur Awalou, vous êtes fils du Burkina Faso. Si vous suivez la situation à partir du Canada où vous vivez, comment se porte votre pays aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation et puis un bonjour à tous vos éditeurs, à toutes vos éditrices. Je suis très heureux d'être encore à l'émission et puis oui, pour un Burkinabé comme moi qui regarde la chose de loin, je pense que le pays va bien, il va même très bien. Le pays va bien, le pays va très bien. La réconciliation est-elle possible pour la reconstruction de votre pays? Blaise Compaoré vient de quitter le pouvoir après combien d'années? Il est au pouvoir depuis 1987. Il vient à peine de quitter le pouvoir et pas de son propre gré. La population l'a forcé à quitter le pouvoir. Le soulèvement populaire du 30 octobre peut-il être considéré comme un printemps africain entre guillemets? Les termes, je ne l'aime pas du tout. Vous avez raison, on dirait plutôt l'automne burkinabé. Oui, voilà. Mais si on veut faire écho au printemps des peuples de 1848 qui a eu lieu au cœur de l'Europe, oui, c'est un vaste mouvement populaire qui se lève comme un seul homme pour réclamer ce qui est naturel, c'est-à-dire plus de liberté. Et vous avez mentionné réconciliation. Je ne pense pas qu'il y a un problème de réconciliation, c'est plutôt un problème de reconstruction démocratique. Parce que quand vous regardez le mouvement populaire, ce n'est pas une fracture sociale comme on voit ailleurs entre des ethnies ou des groupes humains donnés. Non, c'est une jeunesse décomplexée qui réclame tout simplement la liberté d'avoir un espace démocratique pour mieux s'épanouir.
Donc je pense qu'à cet égard, après 27 ans, il entamait ses 28 ans de pouvoir, il était temps qu'il parte. Et le peuple l'a dit de la belle manière possible. Mais le Burkina Faso a connu quand même une histoire assez agitée. Et on a vu qu'en Afrique, après que de présidents quittent le pouvoir, surtout ceux présidents-là qui ont passé longtemps au pouvoir à la tête du pays, quand ils quittent le pays, sont souvent déstabilisés. Chez vous, il y a une histoire. On voit que de 66 à 80, il y a eu un coup d'État, il y a eu un militaire au pouvoir. Ces pouvoirs étaient suivis par un autre pouvoir militaire, un autre pouvoir finalement avec Thomas Sankara et finalement Blaise Compaoré. Qu'est-ce qui explique la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui? Pourquoi cela ne s'est pas fait avant? Pourquoi maintenant? Oui, non, cela s'était passé avant le 3 janvier 66, c'était soulèvement populaire, exactement pareil. Sauf qu'en 66, c'était le tempo avait été donné par le mouvement syndicaliste, qui en avait marre avec l'autoritarisme de Yamero. Mais je crois que vous avez raison. Le Burkina a connu, à part Yamero, on n'a connu que des régimes militaires ou militaires qui se cachent derrière des façades démocratiques. Donc on a connu des coups d'État, des successions de coups d'État. Mais cela étant, la particularité de ce mouvement du 30 octobre, c'est le fait que le fruit était mûr en quelque sorte. Il y avait des raisons historiques liées au fait que le Burkina Faso a une longue tradition de culture politique. Les gens sont impliqués en politique, les syndicats sont très coordonnés et la population dans son ensemble ausculte la chose politique de très près. Maintenant, il se trouve que vous avez un président qui est arrivé au pouvoir depuis 27 ans et qui veut s'éterniser. C'est seulement cette question-là qui a fédéré tout le monde. En réalité, au-delà des assises partisanes, l'opposition, la société civile, etc., vous avez un facteur qui mobilise tout le monde. Et ce facteur-là, c'était de dire non, on ne veut plus rentrer dans un mécanisme de révision incessante de la Constitution qui n'en finit pas. Et une seule personne ne peut pas gérer le pays ad vitam aeternam. À cet égard, je pense fondamentalement que l'explication du succès du travail, il faut le dire, parce qu'après 27 ans, on s'attendrait à ce que le pays sombre, comme ailleurs, n'est-ce pas? Quand Houphouët-Boigny est parti, on a vu ce qui s'est passé. Mobutu est parti, on l'a poussé à partir, mais c'était sous forme de guerre civile. Donc, je pense fondamentalement. Et voilà ce qui se passe en Somalie. Exactement. Et donc, mais la particularité du Burkina, c'est que ceci ne peut pas avoir lieu pour la simple raison que la configuration ethnique est telle qu'il ne peut pas avoir de fractures ethniques. Ensuite, deuxièmement, il y a déjà des institutions qui fonctionnaient. Il faut se rappeler qu'il y a quand même une liberté plus ou moins par rapport à d'autres pays voisins. Et ensuite, il y a l'atmosphère générale, n'est-ce pas? La configuration actuelle du monde est telle que je crois fondamentalement que la jeunesse perçoit que c'est à elle de construire les États. Et donc je ne pense pas qu'on va sombrer dans le désordre tel que l'avaient prédit certaines personnes. Mais vous parlez des considérations ethniques qui ne peuvent pas poser des problèmes au Burkina Faso, mais je vois, je note qu'il y a plus de 40% de la population est Mossi, et les autres, je ne sais pas, ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, et même Blaise Compaoré, est-ce qu'il est de l'ethnie majoritaire ou il est d'une des ethnies minoritaires? Non, ce que je veux dire, il y a une majorité, il y a une ethnie qui est majoritaire, comme partout ailleurs, vous avez une majorité de minorités ou des minorités. Mais au-delà de ce nombre, qui est simplement statistique, il y a le sentiment social, le vécu quotidien. Par exemple, quand je discute avec des amis guinéens, lorsqu'il y a une nomination quelconque, le premier réflexe, la première question qu'on se pose, c'est il est de quelle ethnie? Voilà. Et ce sentiment-là, parce que chez vous aussi, au Burkina Faso, il y a 60% de musulmans et il n'y a que 19% de catholiques et 4% de protestants. Ben oui. Et quand vous regardez, Blaise Compaoré, c'était pas un musulman. Avant lui, Thomas Sankara, c'était pas un musulman.
Non, on réfléchit pas en termes ethniques. Cela voudrait dire que l'ethnicité n'a pas été instrumentalisée pour des questions politiques. C'est la différence. C'est que quand vous regardez l'actuel militaire qui dirige la chose, c'est un Zida. N'est-ce pas? Le numéro 1 qui est devenu numéro 2 caché, Gilbert Diendéré, qui tire les ficelles en bas, c'est un Diendéré. Quand vous regardez les noms qui circulent pour ceux qui vont assurer la transition, ce ne sont pas de l'ethnie de Mossi. Le Premier ministre... le lieutenant-colonel Isaac Zida, lui n'est pas la majorité. Lui, il va parler, c'est pas lui qui va assurer la transition, puisque le consensus est dégagé qu'il y aura une transition civile. Et il est d'accord pour cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je pense que l'exemple burkinabé devrait servir pas seulement dans le sens d'instrumentaliser le débat politique sous l'angle ethnique, mais simplement dans le sens de ramener le débat sous l'angle de la compétence politique. Mais les interférences exogènes, il y en a certes eu. On a vu que l'administration Obama, par exemple, est en train de faire pression sur les autorités militaires de cette transition, qui gèrent cette transition, pour qu'ils puissent céder le pouvoir aux civils. La CEDEAO, l'ECOWAS, l'Union africaine, tous se sont fait inviter pour faire pression sur l'armée. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui a aussi joué? Est-ce qu'il y a eu d'interférences exogènes pour forcer la jeunesse à se prendre en charge le 29 octobre? Non, sur ce point, je suis catégorique. La plupart de mes étudiants le savent. On a des bonnes discussions sur les révolutions et les mouvements populaires. Et je reste persuadé, mais quoique je dois encore pousser ma réflexion plus loin et insister sur le fait que au niveau africain, nous devons revenir à une perception endogène du débat. Parce que tout mouvement, toute révolution, quelle qu'elle soit, si vous regardez l'histoire, l'impulsion vient toujours de l'intérieur. Il y a certainement des interférences exogènes qui peuvent faciliter, qui peuvent ralentir la chose, qui peuvent même détruire la chose, mais pour un temps donné. Mais me semble-t-il, l'impulsion viendra toujours nécessairement de l'intérieur. Et c'est pour cela, d'ailleurs, le départ du Blaise a surpris plus d'un. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de mobilisation. Le monde qui est sorti à Ouagadougou le 28 et le 30, c'était jamais vu. Donc, les interférences extérieures, notamment l'Union africaine, qui brille par son incapacité réelle à gérer les conflits en Afrique, l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO ou l'Union, etc., ils arrivent soit un peu trop tard, soit un peu trop tôt, n'est-ce pas? Dans tous les cas de figure, ils ratent l'occasion fondamentale. Et donc, les interventions ou les positions des grandes puissances rentrent dans le sens de la volonté populaire. Nous voulons le changement. Point. Maintenant, est-ce que ce sont ces pressions qui ont fait que le colonel Zida va abandonner le pouvoir au profit du mouvement, de la société civile? Je ne crois pas. C'est une mauvaise interprétation du contexte burkinabé. Parce que cette jeunesse qui est sortie le 30, elle était prête encore à ressortir si jamais l'armée volait entre griffes sa révolution. La dernière fois, j'ai discuté pas plus qu'hier avec un ami spécialiste du Moyen-Orient qui me disait que, oui, pourquoi est-ce qu'en Égypte, l'armée a pris le dessus, l'armée en quelque sorte capoté la révolution populaire. J'ai dit oui, mais regardez ce qui s'est passé à l'intérieur d'abord. C'est les facteurs exogènes utilisent toujours des fractures internes pour pouvoir se positionner. Une fois qu'il y a une homogénéité de vue au plan intérieur, les facteurs exogènes n'ont pas le choix que de suivre la volonté nationale. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina, en réalité. Même s'il n'y avait pas eu la CEDEAO ou l'Union africaine ou les positions américaines, je reste persuadé que les militaires ne pouvaient pas rester au pouvoir. En fait, je me suis posé la question de savoir pourquoi le président du Parlement n'a pas pris le pouvoir, parce que d'après la constitution du Burkina Faso, en cas d'absence du président de la République, c'est le président du Parlement qui en principe devait prendre le pouvoir. Mais je crois qu'il fait partie de l'ex-majorité présidentielle et donc par conséquent rejeté par la population.
Et c'est ce qui Absolument, justifie le absolument. fait que c'est l'armée qui ait décidé de prendre le pouvoir. Oui, l'intervention de l'armée a été la bienvenue puisqu'elle a permis à limiter les casses et à contrôler un tout petit peu la chose. Mais c'était tout simplement pour des questions sécuritaires. Le tempo politique avait été déjà donné par la jeunesse. Et donc, on ne peut pas parler de constitution ou de mise en œuvre du régime institutionnel puisque le Parlement a été cassé et que on ne veut plus de cette majorité, on ne veut même plus parler de majorité, on ne veut plus de ces individus qui soient déjà représentants du peuple, puisqu'ils voulaient aller à l'encontre de la volonté du peuple. Donc la seule issue constitutionnelle possible, c'était de mettre en place un organe de transition pour assurer les élections à venir. Alors, les émeutes qu'il y a eu, est-ce que c'était seulement dans la capitale du pays ou cela s'est fait simultanément dans plusieurs villes du pays et même dans l'arrière-pays? Dans toutes les grandes villes du pays, même les arrières, même les petites villes. Et tout le monde se focalise sur ce qui s'est passé le 30 ou le 28, le 29 et le 30. Il y a eu des mouvements sans précédent. En août dernier, le 23 août, l'opposition a réussi à réunir simultanément à Bobo, à Ouagadougou, à Banfoura, à Ouaïbia et ailleurs un nombre incroyable de jeunes pour dire non, on ne veut pas que vous vous présentiez aux prochaines élections. Mais je crois que le mouvement, ce n'est pas seulement un projet initié par un parti quelconque. C'est un sentiment national, une soif sans borne pour réclamer tout simplement un espace démocratique viable, sérieux et digne de ce nom. Je crois que le pouvoir aurait dû savoir que ces positions ne tiendraient pas. Et donc, ce qui devrait arriver finit par arriver, n'est-ce pas? Alors, Blaise Compaoré parti, il se sent aujourd'hui trahi. Est-ce qu'il va être poursuivi? Et aussi, comment voyez-vous l'après Blaise Compaoré? Comment voyez-vous l'avenir du Burkina Faso? Non, je pense que ce n'est pas... Je ne partage pas le point de vue selon lequel il est trahi. Non, il est trahi par qui? Et comment? C'est lui qui voulait trahir le peuple en voulant modifier l'article 37, contrairement à son serment, n'est-ce pas? Et donc, c'est lui qui est l'auteur de la trahison, et non pas le peuple. Le peuple ne trahit pas un dirigeant. Le peuple, c'est le souverain, le dépositaire du pouvoir. Et si le peuple veut de vous, vous restez. S'il ne veut pas, vous devez partir. Si vous restez, c'est vous qui trahissez le peuple. Donc, cela étant dit, l'après Blaise va être intéressant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique subsaharienne en général. Parce que c'est une nouvelle façon de faire la politique qui est là, qui se développe. Vous avez une jeunesse totalement déconnectée et totalement décomplexée, connectée avec le reste du monde et qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et qui sont extrêmement, de plus en plus éduqués et qui connaissent la chose politique. Donc, je pense que tout dirigeant africain qui ne veut pas aller dans le sens de son peuple doit commencer à s'inquiéter à partir de maintenant. Parce que ça va être très, très contagieux. Pas parce que ça va se passer dès demain ou après-demain, non. On a attendu plus de 2 ans avant que le printemps arabe ne vienne en Afrique subsaharienne, mais ça viendra nécessairement. Ensuite, l'après Blaise, ce sera, s'il y a un seul point que moi, je retiendrai de ce mouvement populaire au Burkina, c'est le fait que maintenant et pour toujours, nous allons avoir un espace démocratique digne de ce nom. Aucun autre chef d'État ne viendra imaginer un temps soit peu qu'il peut modifier la Constitution. C'est un acquis incontournable et incontestable. Il y aura une maturité politique démocratique qui va permettre alors, pour moi, nécessairement d'être fier, non pas seulement pour ce peuple, mais aussi pour l'Afrique. On comprendra une bonne fois que c'est à nous de construire nos États. Et on les construit en respectant la règle de droit. Et la règle de droit, le summum qui est au-dessus, c'est la Constitution. On ne peut pas se permettre de modifier cette Constitution comme on veut ou de l'écrire pour quelqu'un. Parce qu'en réalité, la Constitution de Burkinabé a été écrite en 91
elle a été écrite pour quelqu'un. Et donc, il y a des insuffisances et des lacunes qu'il va falloir corriger. Et heureusement qu'on a des collègues à Ouagadougou, les constitutionnalistes, avec qui on travaille pour pouvoir effectivement mettre en place une nouvelle constitution. Oui, Constitution non plus taillée. La constitution était taillée sur mesure, sur la mesure de Exactement. comparée, et aujourd'hui, il faut maintenant une constitution pour le peuple et par le pour le peuple et par le peuple. Et donc, ce sera à l'homme politique de venir entrer dans le moule de la Constitution. Ce n'est pas la Constitution de s'adapter à un individu. Et donc, à partir de là, toutes les règles susceptibles de modification, on va les rendre non modifiables. Par exemple, quand vous regardez la Commission congolaise, que vous connaissez très bien certainement, l'article 70 limite le nombre de mandats. Et il faut aller voir l'article 220 pour savoir 220. Que le nombre de mandats et la durée ne peut pas faire l'objet d'aucune modification. C'est coulé sur le béton. Et donc, c'est la même chose qu'il va falloir arriver à rendre certaines règles constitutionnelles non modifiables. Peu importe le changement de régime, ces règles-là demeurent pour toujours. Et avant Burkina Faso, on a vu des révisions constitutionnelles dans plusieurs pays, en Ouganda, au Gabon, au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Mais maintenant, tous ces pays commencent aujourd'hui à se demander s'ils doivent procéder à de nouvelles révisions constitutionnelles. Il y a beaucoup de pays où les mandats des présidents arrivent presque à terme. Le Congo-Brazza, la RDC, le Rwanda, le Rwanda, le Bénin. Le Bénin. Et d'ailleurs, le Bénin, moi j'étais surpris de voir le président qui lui-même, le président Yanni, oui, Yahi Boni, il a fait une déclaration pour rassurer qu'il ne va pas se représenter. Mais son parti a quand même déposé un projet de modification de la Constitution au Parlement. Que peut-on dire qu'il y aura effet d'entraînement et que tous les autres pays africains vont devoir suivre les cas du Burkina Faso? Non, il faut être très prudent dans cette démarche-là. L'effet de contagion ne va pas être comme une espèce de feu de paille, n'est-ce pas, qui suit le mouvement, une fois que le feu est parti, ça part et ça prend tout le monde. Non. Chaque peuple a son histoire, chaque peuple a son historicité, chaque peuple a sa réalité historique. Mais l'élément irréductible, c'est le fait que le peuple a toujours le dernier mot. Et ça, c'est un principe que le Burkina Faso vient d'en faire la preuve, n'est-ce pas? Chaque peuple, non seulement a son histoire, mais le principe fondamental de la liberté demeure universel. Et à cet égard, je pense que ceux qui veulent modifier leur constitution pour rester au pouvoir vont réfléchir par deux fois. Parce que voici un point sur lequel on peut avoir un consensus politique interne. Parce que n'oubliez pas, les dirigeants politiques, souvent, ils arrivent à utiliser ou à jouer sur la mésentente ou le clivage de l'opposition, n'est-ce pas? Si l'opposition n'est pas soudée et structurée, eh bien, elle est par définition faible. Mais l'élément qui va fédérer tous ces partis politiques, tout ce mouvement, c'est le fait que nous voulons enfin avoir de l'alternance. Une démocratie rime nécessairement avec l'alternance. Et donc, si un chef d'État veut modifier la Constitution, eh bien, il court le risque de déclencher cet élément fédérateur et donc de rendre l'opposition et la société civile beaucoup plus forts. Ce qui fait que finalement, la masse prendra toujours le dessus. Et c'est ce que le parti au Burkina Faso, le CDP, a sous-estimé. En réalité, elle a cru qu'elle peut toujours jouer. Elle peut toujours jouer sur les clivages et les billets de banque pour pouvoir faire passer les réformes. Mais en réalité, le peuple était très vigilant. Alors, quand on regarde le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, mon pays, les gens s'interrogent, mais ce sont là deux pays différents. Le Burkina Faso n'a que 18 millions d'habitants, le Congo en a 77 millions. Vous regardez la dimension du Burkina Faso face à la dimension du Congo, c'est vraiment différent. Aussi la population, vous avez 60% de musulmans au Burkina Faso, 19% des catholiques,
et seulement 4% des protestants. Vous allez au Congo, c'est presque l'inverse. Vous avez beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Est-ce que les Congolais d'ailleurs s'interrogent, est-ce que les Congolais peuvent sortir comme le 4 janvier 59, sortir dans la rue, essayer de forcer un changement, forcer les autorités en cas de révision de la Constitution? Est-ce que les Oui, Congolais d'abord, il seront faut sortis? souligner que du point de vue constitutionnel, l'article 70 n'est pas modifiable. Cet article ne fait pas partie des articles qu'on peut toucher aucune modification. Puisque, comme vous le savez, l'initiative de la modification, et quand vous lisez le titre 7 de votre Constitution, particulièrement l'article 218, 19 et 20, vous vous rendrez compte que les choses sont claires, beaucoup plus claires dans votre Constitution que celles du Burkina. Et donc, d'un point de vue du droit, c'est évident que aucune révision ne peut toucher non seulement au mandat, mais aussi à la durée. Cela étant dit, est-ce que le peuple congolais va réclamer le respect simplement des règles? Parce que c'est ça la réalité. Ma réponse fondamentalement est oui. Cela n'a absolument rien à voir avec l'ethnie, ni la confession, ni sa richesse, etc. Cela relève du bon sens, du simple bon sens, que lorsqu'on a des règles, il faut les respecter. Maintenant, est-ce que le peuple congolais va se lever maintenant, ou est-ce qu'il va se lever dans 10 ans ou dans 20 ans? Ceci dépend alors de la composition sociologique du Congo. Je suis surpris d'ailleurs que jusque-là, le débat sur la modification éventuelle ne soulève pas les foules à Kinshasa. Parce qu'au Burkina Faso, cela ne s'est pas fait dans les vacuums, comme on dit en anglais. Il y a eu un contexte, il y a eu une préparation. Les opposants ont fait du travail. La jeunesse, le groupe de masse ont fait leur travail. Donc, ce n'était pas un effet spontané. Donc, absolument pas, absolument pas. Le débat a commencé il y a 2-3 années. Depuis il y a 2-3 années que le débat conditionnel a commencé. Et donc, le peuple a eu le temps de se saisir de la chose. La question de la révision est revenue ensuite et encore et encore et encore. Et donc, quand je regarde le contexte congolais, il y a très peu de débat là-dessus. Alors que 2016 n'est pas loin, c'est à peine 2 ans. Ensuite, deuxièmement, quand je regarde au niveau de la diaspora congolaise, il y a une diaspora infiniment plus grande que la diaspora burkinabé. Nous sommes à la taille du pays, n'est-ce pas, une toute petite diaspora. Ensuite, du point de vue des spécialistes du droit, de la science politique, le Congo a immensément des éminences incalculables. Mais je suis surpris que le débat tourne toujours, me semble-t-il, autour de la question de l'ethnicité. C'est ce qui me surprend d'ailleurs. Et c'est pour cela d'ailleurs je ne partage pas le point de vue avec mes étudiants, qui la plupart sont des Congolais, mais on ne s'entend pas sur cette question. Parce que je reste persuadé que tant que vous n'allez pas pouvoir transcender la question ethnique et se dire que le problème il est politique et la solution doit être politique, détachée de l'assise ethnique, eh bien, le pouvoir aura toujours une longueur d'avance, puisqu'elle peut toujours se fonder sur une ethnie donnée pour pouvoir dominer les autres. Et donc, la guerre n'est pas loin. Donc, quand si je reviens à votre question ethnique qui est très fondamentale au Congo, quel est le point de vue de vos étudiants? Oui, pour eux, le problème, il est ethnique. La fracture est ethnique. Et donc, c'est évident que quand vous regardez ceux qui habitent à Kisangani, les Balouba et autres, on ne s'entend pas. On a l'impression qu'il y a plusieurs Congos. Et non pas une seule. Il y en a plusieurs. Quand on regarde la composition sociologique, les habitudes sociétales, etc., il y en a plusieurs. Et moi, je dis, oui, le problème, c'est que les hommes politiques, tous les hommes politiques, y compris ceux-là même de l'opposition, personne n'a un discours qui transcende l'ethnicité. In fine, pour pouvoir rassembler, j'ai comme l'impression qu'on veut occulter la médiocrité par le recours quasi systématique
au niveau de l'ethnicité pour pouvoir diriger, pour pouvoir se positionner. Je crois que le problème, c'est l'usage malsain qu'on en fait. Ce n'est pas la diversité. Et comme vous le savez, pour moi, la diversité, elle est toujours source d'innovation. Elle ne peut pas être un problème en soi. C'est ce qu'on en fait de cette diversité qui devient problématique. Et en réalité, le problème congolais, et plus généralement en Afrique, c'est le fait que si on ne détache pas l'individu de son ethnie, eh bien, on ne crée pas un citoyen. On a des individualités et non pas des citoyens. Et donc, s'il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas d'espace politique pour un débat qui transcende l'ethnie. Donc, je crois que nous, les Africains ou les intellectuels, nous devons amener le débat à un niveau qui va permettre à quelqu'un d'être un Mossi, un Dioula ou un Peul, mais avant tout d'être un Burkinabé. Oui, c'est un peu comme au Sénégal, on est avant tout sénégalais ou avant tout burkinabé avant d'être Mossi et autre chose. Absolument, absolument, tout à fait. Et ça fait que on sent pas ce problème-là, tout simplement parce qu'on n'en a pas fait un discours politique. Mais une fois qu'on en fait un discours politique, eh bien, ça crée des ravages extraordinaires. Et c'est même difficile de s'en sortir. Une fois qu'on ramène le débat politique à ce niveau. Donc moi, mon point de vue, étant burkinabé dans loin de la politique congolaise, je crois fondamentalement que le Congo a les ressources historiques, des ressources humaines, des structures politiques suffisamment mûres pour pouvoir montrer qu'en réalité, les Congolais ils sont prêts à construire leur pays. Parce que c'est inadmissible, moi je le dis avec tout le respect que je dois à mes amis congolais et à vous tous, c'est inadmissible que ce pays ne soit pas le moteur de l'Afrique. Je n'arrive pas à comprendre que vous ayez toute cette manne, n'est-ce pas? C'est une bénédiction au-dessus de tout, n'est-ce pas? D'avoir toute cette richesse et que elle n'est pas utilisée pour les besoins et pour satisfaire tout simplement les attentes des peuples. Je crois fondamentalement qu'il est temps que le peuple congolais se lève et se dise que c'est à lui de créer, d'inventer son histoire et de décrire sa propre histoire. Parce que si elle n'écrit pas elle-même, les autres vont l'écrire pour elle. Oui, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Le Congo est souvent téléguidé de l'extérieur. Beaucoup d'interférences exogènes dictent la conduite de la politique au Congo. Alors, une des questions que j'allais vous poser, c'est que la révolution au Burkina Faso s'est faite vraiment sans grand bain de sang. C'est quand on pense à ce qui se passe dans certains pays d'Afrique où les armées matent le mouvement de meute, d'insurrection avec une grande force, avec une main forte. Mais pourquoi au Burkina Faso ça n'a pas été le cas? Pourquoi l'armée a choisi les côtés du peuple? C'est une excellente question pour ceux qui ne connaissent pas la réalité burkinabé. Nous avons une armée républicaine. C'est une tradition de l'armée. Elle est toujours du côté du peuple. C'est pour cela d'ailleurs Blaise a essayé de démanteler cette armée en créant deux armées en réalité. Mais quand vous regardez le mouvement de 66, le président Yamero avait demandé à l'armée de mater le peuple. L'armée a dit non. Aucun militaire burkinabé ne va prendre son fusil pour tuer un burkinabé. Les morts que vous avez comptés, il y a eu 2 ou 3, c'est le frère Compaoré qui a, me semble-t-il, sa milice a dû tirer sur la population qui venait vandaliser son domicile. Et ensuite, il y a la garde présidentielle, quelques individus qui partaient vers le palais, contrairement d'ailleurs aux idées et aux positions des partis politiques. En réalité, l'armée républicaine burkinabé ne tire jamais sur la population. Absolument, on n'a pas une histoire. Le seul tâche, n'est-ce pas, le seul problème historique qu'on a vu et que l'armée a dû se retourner contre les Burkinabés, c'était effectivement Blaise Compaoré en 87.
c'est lui qui a initié la violence en politique. On n'avait jamais connu cela. Il a non seulement assassiné Thomas Sankara, mais aussi le numéro 2, Lengani, et Zongo, Henri Zongo en 88-89. Et ensuite, il y a la violence politique a continué. Donc, il faut garder à l'esprit que l'armée burkinabé reste quand même, par rapport à d'autres armées, une armée qu'on peut qualifier de républicaine. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle a dit non. Elle ne va pas tirer sur la population. Et quand le 30, les individus sont allés vers l'Assemblée nationale, au début, il y a eu une résistance. Mais les tirs étaient en l'air. Et une fois qu'ils se sont rendus compte de la détermination de la population, eh bien, l'armée a plié dans l'âge. Alors, on voit Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Il a l'air d'être à l'aise en Côte d'Ivoire, pays de son épouse Chantal Terrasson. Est-ce que c'est parce que c'est parce que Alassane Ouattara est président de ce pays, Alassane Ouattara qui l'a assisté pour conquérir le pouvoir en Côte d'Ivoire, ou peut-on voir Blaise Compaoré à la CPI comme c'est le cas pour certains Africains qui ont commis des crimes? Ma réponse est très claire. C'est évident que personne ne peut se cacher derrière quelque position que ce soit pour échapper à la justice. C'est une règle éternelle, quasi universelle, n'est-ce pas? Tôt ou tard, on répond toujours de ces méfaits. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est trop tôt pour parler déjà de la CPI et parler déjà des poursuites. Je pense que lorsque le Burkina va se donner une bonne transition, va assainir les institutions et mettre en place de nouvelles institutions dignes de ce nom, et qu'il y aura des élections l'année prochaine, à la fois législatives et présidentielles, et un nouveau président fraîchement élu, avec un programme sur la base d'un programme très clair, parce que la jeunesse qui est là, elle va regarder les programmes maintenant pour élire les chefs d'État. Je crois que c'est évident qu'il y aura à un moment donné, il va falloir régler la question de la justice, de l'impunité. Il y a eu trop de crimes de sang qui sont restés impunis. Il va falloir les éclaircir. Et je suis persuadé que la lune de miel à Yamoussoukro ne va pas durer très longtemps. Parce qu'Alassane aussi ne va pas rester éternellement. Et il y aura des élections. Mariam Sankara qui fait déjà pression pour que le cas de son mari Thomas Sankara soit révisité, qu'on puisse savoir... Ce cas va être révisité, certainement. Ce n'est qu'une question. On a attendu 27 ans pour qu'il parte. On va quand même encore attendre une année ou une année et demie pour stabiliser le pays et régler ce qui doit être réglé pour fixer le cap. Et ensuite, c'est pas seulement Sankara. Il y a le journaliste qui a été assassiné en 98. Il y a Henri Zongo, il y a Lengani, il y a Dabou Boukari qui a été assassiné en 91. Il y a Émile qui a été assassiné en 90. Il y a eu pas mal de crimes qui sont restés impunis parce qu'on n'a pas trouvé les auteurs. Donc la justice n'a pas fait son travail. Alors, maintenant que il n'est plus là, eh bien, c'est clair que les ayants droit vont réclamer l'ouverture de ces dossiers pour en savoir davantage. C'est le peuple même qui va réclamer la lumière sur ces crimes, ne serait-ce que pour solder ce passé historique qui reste quand même douloureux. Alors là, il ne faut pas exclure l'ex-majorité présidentielle. Je note que le lieutenant-colonel Isaac Zida insiste que l'ex-majorité présidentielle soit associée aux discussions qui sont en train d'avoir lieu au Burkina Faso. Mais est-ce que vous voyez le chef de file de l'opposition aujourd'hui prendre la tête du pays? Maintenant, pour la transition. La transition ou après la transition? Pour la transition, je ne pense même pas que politiquement que c'est une bonne idée pour lui, puisque les règles sont claires. Ceux qui vont diriger la transition sont disqualifiés pour les élections présidentielles à venir. Non, donc, après la transition. Oui, les élections qui auront lieu d'ici novembre 2015. Évidemment que chacun part avec sa chance.
s'ils arrivent à mobiliser suffisamment avec un projet bien ficelé, chacun a sa chance. Mais je pense que les choses vont se jouer entre les dissidences du CDP, le MPP, parce qu'ils ont quand même une force politique qui est importante au niveau des villages et des campagnes burkinabés. Mais oui, je pense que Zéphirin a toute sa chance. Quoique, il va falloir se battre sur le terrain politique pour pouvoir fédérer la jeunesse. Alors, avez-vous un message pour tous ces présidents qui préparaient leurs fils pour leurs élèves et aussi pour tous ces présidents qui pensaient modifier leur constitution? Oui, j'ai un message qui est très clair. Je pense qu'ils sont les fils et les filles de ce continent et que chaque chef d'État qui quitte l'Afrique et qui fait un tour dans le reste du monde devrait avoir honte, je dis bien, devrait avoir honte de laisser les peuples dans cet état de misère alors qu'on a tout ce que les autres n'ont pas. Je leur invite vivement à rentrer dans l'histoire, à faire entrer l'Afrique dans la modernité. Parce que le problème, il est là. Il faut qu'on arrête de se lamenter. Il faut arrêter de se penser toujours en victime. Tous les peuples se battent pour préserver leurs acquis. Et à juste titre, les États-Unis, la France, le Canada, tout pays digne de ce nom se bat pour préserver ses acquis au plan international. C'est seulement nous qui nous positionnons en victime. Et donc, je leur dis une chose, il faut que ces peuples-là, ces dirigeants libèrent les forces de l'innovation et de cette jeunesse, pour cette jeunesse africaine qui est extraordinairement brillante. Parce que le monde de demain qui va se dessiner, il sera un monde de l'Afrique où il ne sera pas. Fondamentalement, l'Afrique va jouer, elle n'a même pas le choix, elle doit nécessairement jouer un rôle fondamental au niveau de la reconfiguration du monde qui se profile à l'horizon. Et pour qu'on ait des avantages, pour qu'on puisse utiliser toutes ces ressources africaines, il faut quand même libérer les peuples. Il ne faut pas opprimer les peuples. Parce que si vous les comprimez, ils vont nécessairement un peu ou tard se lever. Et ce serait dommage, parce que Blaise aurait pu rester tranquillement et rentrer dans l'histoire burkinabé et africaine, comme étant l'homme qui a apporté la démocratie au Burkina. Il suffisait qu'il ne révise pas la Constitution, il suffisait qu'il organise des élections dignes de ce nom et qu'il se retire à Zignaré tranquillement. Il serait l'homme le plus respecté au Burkina et en Afrique. Mais il a choisi l'autre voie. Et donc, pour tous ces chefs d'État, il va falloir se dire une chose, du point de vue historique, si vous pouvez répartir jusqu'à Darius, jusqu'à l'Empire persan, jusqu'à maintenant, aucun dictateur n'a eu le dessus sur le peuple. Le peuple a toujours le dernier mot. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, mais le peuple a toujours le dernier mot. Alors, mes chers chefs d'État, levez-vous et donnez à vos peuples l'espace démocratique pour leur propre épanouissement, parce que c'est seulement avec cela que vous allez faire rentrer l'Afrique enfin dans la modernité et que les Africains vont enfin prendre la place qui reviennent des droits, parce que nous sommes un peuple extraordinaire, avec des ressources incalculables, des énergies et des substances grises qui débordent de partout. Il faut juste fédérer ces forces pour donner à l'Afrique le moteur qui va propulser le développement. Et donc, je reste persuadé, ce n'est même pas un débat théorique que j'ai avec mes étudiants, c'est une conviction personnelle que l'Afrique, il va falloir la prendre au sérieux. Et pour cela, il faut que les Africains se prennent eux-mêmes au sérieux. Une toute dernière question qui me vient à l'esprit. Le printemps arabe a produit des effets qui n'étaient pas escomptés. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie où on croyait que c'est vraiment la démocratie, mais aujourd'hui le droit des femmes sont offusqués et à la place de la démocratie, ce n'est vraiment pas, c'est un peu autre chose. C'est pas ce que la population attendait. En Égypte, en Libye, nous voyons ce qui s'est passé dans ces pays. Est-ce que vous ne craignez pas que les cas du Burkina Faso ou d'autres pays qui peuvent suivre l'exemple du Burkina Faso, un peu comme beaucoup de pays ont suivi les conférences nationales des années 90, que ces pays retombent dans des dictatures militaires?
Non, j'avais dit en 2011, j'avais une conférence que j'ai animée ici à Toronto avec deux collègues de l'Université de Toronto. Je n'étais pas d'accord avec mes collègues parce que pour moi, ils avaient trop, trop qualifié ou estimé la révolution, le printemps arabe. Et j'étais le seul à dire en réalité que ces mouvements allaient mettre en place non pas des démocraties mais des oclocraties, c'est-à-dire des gouvernements de la foule. Ce ne sont pas des institutions stables. Les choses changent au fil de l'humeur de la foule. Donc c'était des oclocraties. Et une année, 2 années plus tard, les faits m'ont totalement donné raison. Parce que ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie et ailleurs, c'est loin des attentes légitimes des peuples. Mais il y a un grand mais. Mais n'oubliez pas que l'Égypte et la Tunisie et la Libye, ce n'est pas la même chose que l'Afrique subsaharienne. Non, il faut pas faire le saut. Le saut n'est pas immédiat. Il faut faire très attention. Et ensuite, quand on regarde la dynamique interne, ce que j'appelle les facteurs endogènes, il n'y a pas une homogénéité interne. Autrement dit, lorsque Ben Ali est parti, on a immédiatement essayé de remplir le vacuum par des mouvements qu'on qualifie d'islamistes, qui s'opposaient aux laïcs. Donc il y avait déjà une fracture interne. Ce n'est pas la révolution qui a créé la fracture. La fracture existait bien avant la révolution. Donc, le départ de Ben Ali n'a fait qu'exacerber cette fracture qui existait déjà. La même chose en Égypte. L'armée a toujours été maître. Et donc, lorsque l'armée a senti qu'elle allait être mise hors de jeu par Morsi, eh bien, elle a tout fait pour reprendre la chose en main. Évidemment que les facteurs exogènes se sont immédiatement jetés là-dessus parce que ça les arrangeait. N'oublie pas que les États-Unis et Israël regardent un œil très, très sérieux ce qui se passe en Égypte. Donc, pour me résumer, il ne faut pas avoir peur des lendemains des révolutions. Absolument pas. Parce que ce qui a entraîné la révolution, c'est cela qui devait être la boussole qui va guider le lendemain de la révolution. Et donc, si on veut un changement, pour simplement un changement, eh bien, on est assez souvent déçu. Mais si le changement, c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire, on ne veut plus qu'il y ait un chef d'État qui dépasse 2 mandats. C'est cela la règle essentielle. Donc, je ne vois pas pourquoi le lendemain, on va sombrer dans la guerre civile. Non, absolument pas. Puisque le message est très clair, nous voulons juste de l'alternance. Que celui qui va diriger le pays sache qu'il a au maximum 2 mandats. Donc je crois que la Tunisie, et d'ailleurs quand on regarde la dynamique actuelle de la Tunisie, elle est en train petit à petit de revenir pour cimenter les acquis, même si c'est difficilement. Je crois que la fracture entre des mouvements qui veulent utiliser la religion pour les projets politiques se heurte à une attente légitime de la jeunesse qui veut des États séculaires, laïques et des démocraties. Merci, professeur Awalou Ouedraogo. Merci pour cette intervention et merci d'avoir interpellé le président, le chef d'État africain sur le changement de modification de constitution. C'est d'ailleurs le souci de l'administration Obama aussi lors du sommet États-Unis-Afrique. Le secrétaire d'État américain John Kerry et le président américain lui-même ont interpellé les dirigeants africains sur ces cas qu'on leur a demandé de ne pas changer, de ne pas modifier la loi fondamentale de leur pays. Mais oui. Le Burkina Faso, le président... Oui, quand vous regardez, ce qu'ils disent, ce n'est qu'une réalité du temps, c'est l'ère du temps. Je veux dire, aujourd'hui, il est inconcevable qu'un chef d'État puisse diriger un pays pendant 20-30 ans. C'est inimaginable. Ça veut dire une chose, c'est que ce monsieur ne travaille pas. Mais le président du Zimbabwe,
dit qu'il va quitter quand l'heure sera là, donc quand il sera fatigué. Ben oui, ça fait des années. Et quand on regarde l'état du Zimbabwe, ça donne envie à personne. On a tendance à croire qu'on peut tromper le peuple tout le temps. Absolument pas. On peut le tromper une partie du temps, mais ça ne va pas durer longtemps, n'est-ce pas? Je crois que le message que ces facteurs exogènes essaient de dire, de distiller, c'est qu'il faut rentrer dans la modernité. C'est comme le concept d'État. Avant le milieu du XVIIIe siècle, on n'avait pas l'État moderne, on avait l'État archaïque. Il a fallu qu'il y ait des révolutions pour donner naissance à ce qu'on appelle l'État aujourd'hui dans sa conception moderne. Donc il faut être dans l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est que vous venez pour travailler, vous venez pour un projet donné, vous avez un projet de société, vous voulez faire avancer votre pays, et parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous utilisez, vous borrow, en fait, vous empruntez, vous prêtez, le peuple vous prête un tout petit peu sa souveraineté pour que vous puissiez gérer votre projet. Et donc il faut rentrer dans la modernité et arrêter de croire qu'on peut être indispensable à son pays ad vitam aeternam. Non, nul n'est indispensable à un peuple. Le peuple, il est là parce que il est indicible, il est innommable. C'est quelque chose de non identifiable et en même temps qui a la personnalité, qui a la volonté et qui a le dernier mot. Et donc je crois fondamentalement que ce que l'administration Obama dit, ce n'est que ça relève de ce que moi j'appelle le bon sens. Vous venez, vous faites vos 2 fois 5 mandats, et le peuple vous juge par rapport à votre bilan et vous passez à autre chose. C'est seulement en Afrique où on a peur d'être ex-président. Oui, parce qu'on ne vient pas travailler. Parce que si on vient sérieusement travailler, regardez tout simplement M. Obama. S'il pouvait partir maintenant, il partirait. Parce que il n'a plus aucun temps à lui. C'est très demandant. La fonction de chef d'État, c'est extraordinairement demandant, n'est-ce pas? L'énergie que vous devez donner, si vous venez pour travailler. Mais si vous venez pour autre chose, évidemment, que vous avez envie de rester après 27 ans, parce que vous avez encore de l'énergie après 27 ans. Mais c'est vrai que ça marche dans certains pays maintenant, comme en Afrique du Sud, où les ex-présidents peuvent bien se reposer sans trop craindre de sanctions. Évidemment, au Ghana, l'ex-président, le Sénégal, il faut se rendre compte que l'autre a été tenté, Abdoulaye Wade a été tenté de modifier la Constitution, mais au Sénégal, ça marche. Oui, c'est pour cela. D'ailleurs, le contexte sénégalais n'est pas semblable au contexte burkinabé. Parce que j'ai vu dans les médias quelques collègues qui essaient de faire la comparaison. Et je n'étais pas du tout d'accord. Parce que, rappelez-vous, le Wade est parti, c'est les urnes. La jeunesse est allée voter pour dire non, nous ne voulons pas. Mais sa candidature avait été validée par le Conseil constitutionnel. Donc, à cet égard, je crois qu'il faut arriver à une culture politique de la démocratie. Ce n'est pas dans les mots. On n'est pas démocrate parce qu'on prononce le mot démocratie. Non, on est démocrate dans le style, on est démocrate dans le ton. On est démocrate dans la manière de faire, dans la gestion du pays. C'est pourquoi on parle de bonne gouvernance ou de gouvernance démocratique. Parce que tout simplement, on ne peut plus s'amuser à gérer le pays comme on gérait le pays, les royaumes et les empires. Aujourd'hui, la réalité contemporaine, la modernité, c'est que l'État doit se comporter comme une entreprise. C'est cela la réalité. Et l'entreprise, pour être compétitif avec les autres, doit offrir le meilleur produit. Le meilleur produit, ça va être quoi? Un espace politique sécurisé, donc plus de sécurité à l'intérieur, plus de possibilités d'emploi, plus de possibilités d'affaires, moins de corruption, etc., etc. Et donc, s'il y a un assainissement interne qui est propice au business, eh bien, cet État devient compétitif, eh bien, il y a les investisseurs, eh bien, il y a la croissance, etc., etc. Donc, les États doivent être gérés comme des entreprises. Et le chef de l'État doit être comme un chef d'entreprise. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Le chef de l'État se comporte comme un chef de village. Il a
le dernier mot, c'est lui qui décide de tout, etc., etc. Et donc, les chefs de partis politiques également. J'aime bien ce que vous dites là, qu'on est démocrate pas parce qu'on prononce le mot démocratie, mais parce qu'on applique le principe démocratique. Au Congo, je constate que le parti politique, par exemple, les gens qui gèrent des partis politiques ne font pas preuve de transparence dans leur gestion de Absolument partis pas. politiques. Vous avez raison. C'est pour cela mon message. Mon message, c'est pas seulement pour la majorité au pouvoir. Mon message, c'est pour tous les partis politiques. Parce que vous avez des partis politiques où le chef du parti est chef depuis toujours. Il n'y a pas de changement interne au niveau du parti. Voilà. Et donc, le parti lui appartient des droits. C'est comme... non, absolument pas. À sa famille biologique. Évidemment. Et donc, on s'étonne qu'il ne veut pas lâcher, même s'il a d'un certain âge. Non, je crois fondamentalement qu'il faut qu'il y ait une culture démocratique. Et ça, c'est important à tous les niveaux. Au niveau d'abord micro des partis, mais évidemment, certainement, au niveau du parti qui est au pouvoir. Et y compris le fait que l'opposition doit s'opposer dans le cadre constitutionnel et non pas une opposition qui veut simplement remplacer l'autre et faire la même chose. Merci, professeur Awalou Ouedraogo. Nous aurons bien l'occasion de continuer cette discussion qui a vraiment été édifiante pour les auditeurs de Congo Vision qui vont devoir vous écouter. Nous osons espérer qu'ils vont devoir nous transmettre leurs suggestions et leur feedback. Merci en tout cas et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Docteur Jean-Baptiste Moubalouti-Lambizi, bonjour. Bonjour. Alors, quels enseignements tirez-vous du soulèvement populaire qui vient d'avoir lieu au Burkina Faso? Les enseignements sont nombreux et cela dépend du regard qu'on porte sur cette jeunesse. Je rappelle que nous avons tous été étonnés de constater que les jeunes sont parvenus à se démarquer favorablement grâce à la façon toute facétieuse qu'ils ont de se moquer des discours dits politiquement corrects. Ils sont parvenus en un rien de temps à déconstruire les âneries des hommes politiques qui ont voulu retoucher même la Constitution sous prétexte qu'elle ne répondait pas aux canons actuels de l'égalitaire aveugle. Ils ont fait feu de tout bois et la charge a été méchante. Une action salutaire et rafraîchissante qui doit en principe faire des vagues dans les autres pays africains, présentant le même dénominateur commun que le Burkina Faso. L'action des jeunes s'est élevée avec brio contre la montée inquiétante de la bêtise et de la médiocrité, et elle est non seulement décapante, mais revivifiante. On ne peut que féliciter cette jeunesse africaine de fustiger avec autant d'esprit la censure sous toutes ses formes. Voilà. Le Burkina Faso connaît, il faut quand même le dire, le Burkina Faso connaît une révolution sans grand bain de sang, ce qui est rare en Afrique. Généralement, quand il y a ce genre de révolution populaire, cela est suivi de bains de sang, mais la population, principalement la jeunesse qui s'est levée au Burkina Faso le 30 octobre dernier, se débarrasse d'un président qui est au pouvoir depuis 1987 sans un grand bain de sang. C'est vrai que les autres pays d'Afrique n'ont pas le même données sociologiques que le Burkina Faso, mais est-ce que c'est une expérience qui peut être répliquée dans certains pays d'Afrique comme la République démocratique du Congo? Bon, il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui
dans le système international, il y a notamment l'institution de la Cour pénale internationale. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et je dirais, n'est-ce pas, que il y a aujourd'hui ce regard qui fait que on n'est plus libre comme il y a quelques années. Ça me rappelle encore, par exemple, l'époque de Mobutu, qui tripotait n'importe quoi, qui se présentait seul, candidat à la présidence, et qui finalement était élu pratiquement à 100%. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Le monde mais là, je vous interromps un instant pour vous rappeler qu'au Rwanda, il y a à peine quelques années, les Rwandais viennent de connaître des élections où le président est sorti vainqueur avec 93% de voix. Bon, mais cela dépend aussi. Lorsque vous parlez du Rwanda, il faut dire les choses en face. Le Rwanda ne pèse pas lourd sur le plan diplomatique. Il y a des pays qui sont, pour moi, qui sont en fait très sensibles, ne fût-ce que sur le plan géopolitique. Je prends l'exemple du Congo. Et si nous parlons du Burkina, là aussi, c'est un cas d'école. Mais d'une manière générale, le fait d'avoir mis en place des structures juridiques comme la Cour pénale internationale, je pense que ça a eu des effets, et les effets sont visibles aujourd'hui, notamment le départ précipité du président Compaoré. Il y a plusieurs pays africains qui sont tentés par des révisions constitutionnelles visant la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et tous ces pays s'interrogent aujourd'hui sur les bien fondés d'une telle décision, s'il faut revoir ou non le Bénin, la RDC, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza, le Burundi, le Rwanda, le Togo. Tous ces pays sont cités comme des pays où les pouvoirs sont tentés par cette manie de revoir la Constitution. Les soulèvements populaires du 30 octobre au Burkina Faso, va-t-il forcer ces leaders à revoir leurs calculs politiques finalement? La jeunesse a donné un exemple. C'est en fait un cas d'école. Autrement dit, aujourd'hui, cela va être difficile à certains pays qui partagent le même dénominateur commun que le Burkina Faso de tenter une pareille opération. Je pense que avec ce qui s'est passé et surtout que les médias ont fait aussi leur travail, j'imagine très mal que quelqu'un aujourd'hui prenne encore ce risque, n'est-ce pas, de chercher à tripoter. Parce que moi j'appelle ça vraiment tripoter, étant donné que lorsque ces gens arrivent au pouvoir, ils commencent par affirmer qu'ils vont respecter la Constitution. Et la même Constitution va être tripotée toujours pour des raisons partisanes, autrement dit, des raisons qui consistent, n'est-ce pas, à conserver le pouvoir pour le pouvoir, et non pas à conserver le pouvoir pour rendre service à la population. Et ça, c'est quelque chose de très grave. On n'a qu'à voir à peu près ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, pendant que certains pays sont en train de, je dirais, n'est-ce pas, d'avancer très vite du point de vue développement, mais l'Afrique reste encore, je dirais, n'est-ce pas, traîne encore le pas, et je dirais même marque le pas, et si on ne fait pas attention, certains pays, pour des raisons évidentes, vont disparaître, ne fût-ce que sur le plan politique, économique et social. Mais quand on regarde le contexte sociologique de ce pays, on se demande si c'est possible que l'expérience du Burkina Faso soit répétée, par exemple, dans certains pays comme la RDC ou le Congo-Brazza. Pour le cas de la RDC, vous voyez par exemple au Burkina Faso, 60% de la population est musulmane. Il n'y a que 19% de cette population qui est catholique et 4% protestants, 15% animistes. Et quand je regarde la RDC, notre pays, notre population est en majorité catholique ou protestante. Est-ce que la jeunesse congolaise peut vraiment se mobiliser
comme cette jeunesse du Burkina Faso? Bon, c'est une question un peu difficile, mais moi j'imagine que vont vibrer à l'unisson pour tout simplement pour la recherche du bonheur. Parce qu'on a constaté malheureusement que les pays africains traînent le pas pour des raisons évidentes, alors qu'ailleurs, je prends l'exemple des pays dans lesquels nous vivons, notamment les États-Unis ou le Canada, alors que dans ces pays on travaille, alors que dans ces pays les gouvernements ont le souci de la sécurité des citoyens, dans nos pays, ce n'est pas la même chose, malheureusement. Et je suis convaincu que quelque chose se fomente et nos dirigeants doivent faire très attention, étant donné qu'aujourd'hui, ils ont en face d'eux la jeunesse. Ce sont des jeunes qui sont chômeurs, certes, mais qui sont universitaires. Autrement dit, ce sont des jeunes qui sont passés par l'école. Ils ont une idée, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'histoire universelle. Donc, ce n'est plus facile comme il y a quelques années. Et pour le cas du Congo, à côté de cette jeunesse instruite, il y a des Koulouna, il y a des jeunes déscolarisés, des jeunes qui sont dans la rue, qui sont au chômage, qui aujourd'hui cherchent à se retrouver. Et voilà, là, c'est peut-être une occasion en or pour pouvoir trouver un créneau pour exprimer leur mécontentement face à la situation du pays où le chômage est en tout cas le taux de chômage est très élevé et il y a beaucoup de cas de déperdition scolaire dont on a parlé dans d'autres émissions. Parlons un peu de l'après-Compaoré. On a vu après les règnes de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, de Mobutu en RDC, de Siad Barré en Somalie. Il s'en est suivi une période de déstabilisation, une période de guerre. Comment voyez-vous l'après-Compaoré? Est-ce que il y aura stabilité politique où on va vers la démocratisation, ces pays va vers la démocratisation ou que on peut vivre des zones de tension comme c'est le cas en Somalie ou en RDC ou même en Côte d'Ivoire? Bon, il ne s'agit pas seulement de remplacer pour remplacer. Moi, je me dis que le cas de Burkina Faso est tout à fait particulier. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que d'abord, il faut quand même reconnaître que comparativement à d'autres pays, notamment de l'Afrique centrale, comme le Congo, disons les deux Congos, ou encore le Gabon, peut-être dans une moindre mesure le Cameroun, la différence c'est que au Congo, disons, dans cette partie de l'Afrique centrale, nous pouvons parler de atouts naturels qui sont tout à fait évidents. Ce qui malheureusement n'est pas le cas au Burkina Faso. Mais dans tous les cas, je pense que pour exercer un métier, des métiers comme chef d'État ou, je ne sais pas, à la tête peut-être d'une province, il faut quand même avoir quelque part des capacités évidentes. On doit éviter, encore une fois, de créer une sorte de barrière entre, par exemple, la capitale et l'arrière-pays. Parce qu'on a constaté malheureusement qu'au Burkina, tel que j'ai vu à la télévision, je ne suis jamais arrivé là-bas, mais tel que j'ai vu à la télévision, j'ai l'impression que, en fait, il y a quelque part l'image d'une capitale qui s'organise à peu près, mais d'un arrière-pays tout à fait négligé. C'est comme si l'État est vraiment absent de l'arrière-pays. On a l'impression que les populations sont tout à fait abandonnées à leur triste sort. Donc, le chef qui arrive au pouvoir doit essayer de créer une sorte de courroie de transmission entre la capitale et l'arrière-pays. Je pense que ça, c'est un problème, pas seulement
particulier pour le Burkina Faso, mais je pense que c'est un problème qui est récurrent dans tous les pays de l'Afrique. On a constaté que souvent, tout se fait au niveau de la capitale et l'arrière-pays est tout à fait oublié. Donc, autrement dit, il ne s'agit pas seulement de remplacer Compaoré, mais il faut aussi avoir ses capacités, je dirais, physiques, mentales, intellectuelles et autres, pour créer vraiment ce qu'on appelle, ne fût-ce que le minimum, afin que la jeunesse soit écoutée, afin que la jeunesse puisse s'organiser. Et quand je parle de ça, je me rends compte que finalement, ce n'est pas seulement la jeunesse du Burkina, mais pratiquement c'est la jeunesse, je dirais, de toute l'Afrique qui malheureusement constate avec amertume que malgré tout l'effort fourni, eh bien cette jeunesse reste abandonnée. Regardez par exemple au niveau du Congo, au niveau de la RDC, eh bien nous avons ce grand problème, nous avons des jeunes et ils sont très nombreux, eh bien ils patauchent dans la misère, ils sont dans la pauvreté, mais des jeunes qui ont de l'ambition. Malheureusement, leur ambition est tout à fait cadenassée par le système mis en place. Les militaires ont presque récupéré la révolution de la jeunesse au Burkina Faso. Ils ont presque volé cette révolution populaire, entre guillemets. Mais nous voyons certaines organisations régionales africaines essayer d'accompagner la transition au Burkina Faso. C'est le cas de l'ECOWAS, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, les nouveaux gouvernements en place, disons les leaders de la transition, de cette transition burkinabé, sont prêts à écouter, à travailler avec les puissances régionales, les organisations régionales, les organisations que je viens de citer, pour pouvoir conduire cette transition à bon port? Oui, mais je pense que encore une fois, les choses ont tout à fait changé. À l'heure actuelle, ce n'est plus facile de, comme on dit, monter un coup d'État. Aujourd'hui, ce n'est plus facile parce que il y a d'abord ce qu'on appelle le pouvoir de l'information, le pouvoir des médias, qui fait que aujourd'hui, lorsque on accède au pouvoir, surtout par des manières pas tout à fait propres, il y a ce qu'on appelle la pression de l'extérieur. Et nous avons vu, par exemple, au niveau du Burkina, il y a eu un militaire qui s'est proclamé chef de l'État, et puis un autre est venu par la suite faire la même chose, mais on a tous constaté, n'est-ce pas, qu'il y a une pression tellement forte que finalement, demain, on va tout simplement faire passer le pouvoir aux civils. Ça, je pense que c'est ça aujourd'hui. Contrairement, il y a quelques années, on a vu par exemple à l'époque, on pouvait faire un coup d'État et le lendemain, finalement, on arrive à tisser des relations avec les autres nations. Aujourd'hui, ce n'est plus facile, ce n'est plus possible. Et le cas de Burkina Faso, justement, nous interpelle. Autrement dit, on attend évidemment, peut-être dans quelques semaines, on va avoir à la tête du Burkina un civil, et ce civil, je l'imagine, qui va être propre sur le plan de la gestion pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que l'histoire, malheureusement, est parfois oubliée par des gens qui accèdent au pouvoir. Et ça, on n'a jamais compris. Et pourtant, tout le monde sait que on peut dire tout ce qu'on veut, mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et on a même vu l'administration Obama demander à l'armée du Burkina Faso de remettre le pouvoir aux civils. Donc ça, comme vous disiez, il y a cette pression. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a eu des interférences exogènes pour mener le peuple du Burkina Faso à ces soulèvements populaires. Et c'est votre avis. Est-ce qu'il y a eu des interférences extérieures? Mais bien sûr, moi ce que j'appelle interférence extérieure,
c'est ce qu'on appelle le fait d'avoir transformé ce qu'on appelle notre planète, comme disait Marc Lyon, à un village planétaire. En fait, les informations sont là et à la portée de tout le monde, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de connaître pratiquement tout ce qui se passe chez les autres. Et on a toujours tendance à comparer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple de la jeunesse du Burkina Faso, je suis sûr, n'est-ce pas, que cela va avoir un impact sérieux sur les autres pays qui partagent le même dénominateur commun que le Burkina Faso. Autrement dit, il y a, et c'est ça que moi j'appelle le facteur exogène, l'information qui vient de l'extérieur. Parce que n'oublions pas que malgré tout ce qu'on raconte, même si, par exemple, au Congo, on parle de Kuluna, on parle de etc., mais n'oublions pas que être intelligent, ce n'est pas nécessairement aller à l'école. L'intelligence, en fait, nous on dit en pédagogie qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité, n'est-ce pas, de résoudre des problèmes. Vous comprenez par exemple qu'un jeune qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui ne voit rien arriver devant, qui ne voit pas son futur, qui ne voit pas son avenir, et finit par réfléchir et malheureusement tomber parfois sur des solutions qui sont tout à fait négatives par rapport à la population. Aujourd'hui, par exemple, nous constatons que en Afrique centrale, par exemple au Congo, on parle de Kuluna, mais ce qu'on oublie, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a les Kuluna? Ce sont des gens qui, peut-être pour des raisons évidentes, ont trouvé la solution facile, c'est-à-dire celle carrément de brutaliser les gens afin d'avoir leur place dans la société. C'est vrai que c'est une mauvaise solution, mais c'est une solution par rapport à l'intelligence. Donc c'est là où moi j'ai dit, n'est-ce pas, que on doit faire très attention. Aujourd'hui, les jeunes sont au courant de tout, ils sont ambitieux, alors dans leur ambition, parfois il est difficile d'arrêter l'élan. Mais quand vous parlez de l'information qui vient de l'extérieur, je suis heureux de vous entendre parler de l'intelligence aussi, parce que cette information qui est parfois manipulée numériquement, on a vu des montages, des photos, des messages, des vidéos qui circulent sur Internet, et il y a des politiciens qui ne vont pas au-delà de ce qu'ils voient. Ils acceptent l'information telle qu'on le présente, telle qu'on la présente. Et les dangers, c'est qu'aujourd'hui, vous avez suivi par exemple le cas de ce qui s'est passé avec Gwanda, Kamere, qui d'autres, Mokia, tous ces gens qui n'ont pas bien interprété une pancarte venant du Burkina Faso, alors qu'il s'agissait d'un montage. Et c'est là les dangers, quand il y a surplus d'informations, mais on ne sait vraiment pas l'exploiter et exploiter cette information de manière intelligente. Oui, bien entendu, mais c'est un peu ça la presse aussi. La presse est toujours orientée, hein. Lorsqu'on parle de la presse, c'est vrai qu'on avale les informations, on gobe les informations, mais maintenant c'est à la personne qui avale, qui dissèque l'information, de trouver son compte. C'est ça aussi la presse. La presse peut transformer les gens. Maintenant, il est question évidemment de savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce que le problème de nos pays, je parle de pays africains, leur vrai problème, c'est tout simplement, n'est-ce pas, cette lutte contre la pauvreté. Et souvent, lorsque les gens optent pour, je dirais quoi, lorsqu'on parle des gens qui optent par exemple pour la politique, et très souvent, ils le font non pas pour rendre service, mais tout simplement pour faire harakiri contre leur propre pauvreté. Donc, les choses s'arrêtent à ce niveau-là. Et nous avons ce problème
un peu partout dans les pays africains, ce qui manque dans la plupart des pays africains, c'est ce que moi j'appelle l'éducation citoyenne. Ça, on l'a pas, malheureusement. Les gens, souvent, se battent, etc., s'organisent, travaillent, non pas pour la société, mais ils travaillent pour des raisons personnelles. Et tant qu'on va patauger, n'est-ce pas, dans cette logique-là, eh bien, jamais on ne pourra parler de développement africain. Et là, d'ailleurs, vous parlez d'absence de culture, du savoir, mais il y a aussi c'est ce que j'appelle en anglais lack of media literacy, ou new media literacy, que les gens interprètent mal ce qu'ils voient sur Internet, alors que sur Internet, il y a tout, et tout le monde peut publier, donc il faut savoir discerner ce qui est sur Internet. Il faut aller vers la source pour voir ce qui est original, voir ce qui n'a pas été manipulé, avant de pouvoir, surtout si on est politicien, avant de pouvoir commenter, avant de pouvoir exploiter un élément sur Internet, il faut bien vérifier la source et l'originalité du document. Nous nous approchons de la fin de cette émission. Votre mot de la fin, si vous avez un conseil pour les leaders africains, le président africain qui sont en train de voir, malgré ce qui vient de se passer au Burkina Faso, qui sont en train de contempler la possibilité de modifier leur constitution. Oui, moi je dirais tout simplement aux personnes qui ont peut-être ce don de gérer la population, des personnes qui ont ce don de faire de la politique, eh bien je leur dirais tout simplement de bien réfléchir, de voir dans quelle mesure on peut vraiment faire asseoir la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple pour le peuple, voir dans quelle mesure on peut vraiment, comme on dit, créer des structures pour la transparence de la gestion, la bonne gouvernance, et ce n'est que par cette manière-là qu'on peut sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de cette nuit, je dirais cette nuit noire, je dirais encore une fois cette nuit noire qui malheureusement continue, n'est-ce pas, à nous emballer. Parce que, en fait, l'homme vient sur Terre, il laisse les bonnes traces et s'en va. Ça doit être normalement le leitmotiv de tout le monde, depuis le premier, comme on a tendance à le dire, c'est-à-dire, par exemple, quand on dit le premier Congolais, donc on cite par exemple le chef de l'État, mais je dirais qu'on dit le premier, on ne dit pas le dernier, donc ça doit être plutôt quelque chose, n'est-ce pas, qui doit emballer tout le monde, donc tous les citoyens, parce que quand on vient sur Terre, on ne vient pas pour faire la bamboula, mais on vient plutôt pour travailler, et puis à un moment donné, que se passe-t-il? Eh bien, on tire sa révérence. Je pense que si on est un peu philosophe, je pense qu'on peut faire beaucoup pour cette Afrique qui malheureusement traîne les pieds, qui malheureusement ferme la marche. Alors, si vous pouvez pronostiquer sur la situation en RDC, vous pensez qu'on va modifier la Constitution ou non? Bon, je souhaite vraiment aux gens qui nous dirigent de ne pas toucher à la Constitution. Étant donné qu'eux-mêmes, ils avaient dit dès le départ qu'ils allaient respecter cette Constitution. Donc, encore une fois, je pense vraiment, au nom de l'histoire, ils ont intérêt à ne pas commettre ce que moi j'appelle une véritable bêtise, une médiocrité, en essayant de tripoter la Constitution. Merci, docteur Jean-Baptiste Moubaloutilambisi, pour votre apport à ces débats. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne soirée et nous aurons l'occasion de discuter avec vous dans l'avenir. Merci. Merci.